Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce matin, des combats ont éclaté ce mercredi dans le nord de l'Éthiopie, dans des zones frontalières de la région du Tigré, entre les rebelles tigréens et les forces du gouvernement fédéral, brisant le cessez-le-feu en vigueur depuis 5 mois. La communauté internationale appelle à la cessation immédiate des combats. Lancement effectif au Tchad des travaux du dialogue national inclusif, début des travaux ce mercredi. 1400 délégués, membres de syndicats, de partis politiques et de la junte au pouvoir discuteront durant les 3 prochaines semaines de la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution qui sera ensuite soumise à référendum. Un téléphone révolutionnaire, il est fabriqué en Côte d'Ivoire et capable de communiquer dans une dizaine de langues ivoiriennes, une grande première découverte à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la visite officielle ce jeudi du président français Emmanuel Macron en Algérie, près de 4 ans après sa dernière visite. Une visite du 25 au 27 août à l'invitation de son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre Alger et Paris, après les propos tenus en septembre 2021 dans lesquels Emmanuel Macron avait reproché au système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance. L'Élysée, à travers ce déplacement, dit vouloir refonder la relation avec l'Algérie. À côté de la question mémorielle, le partenariat économique devrait également être au cœur des discussions entre les deux dirigeants, tout comme le sujet relatif à la réduction par la France des visas accordés aux Algériens. En Éthiopie, après 5 mois de trêve, les combats ont repris au Tigré. Ce mercredi, aux abords de la province, de violents combats ont opposé les insurgés du Front populaire de libération du Tigré aux forces armées fédérales. Les raisons de ces affrontements restent inconnues. Les deux camps se rejettent la responsabilité de cette nouvelle campagne militaire. L'Union africaine se dit préoccupée et exhorte les parties à collaborer avec le haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Et de son côté, l'ONU a réagi en appelant à l'arrêt immédiat des hostilités et à la relance des pourparlers. Écoutez Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Je suis profondément choqué et attristé par la récente reprise des hostilités en Éthiopie. Les Éthiopiens, Tigréens, Amhara, Oromo, Afar ont déjà trop souffert. J'appelle fermement à une cessation immédiate des hostilités et à la reprise des pourparlers de paix entre le gouvernement et le TPLF, avec en parallèle la totale garantie de l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin et le rétablissement des services publics. En Guinée, la Commission nationale des assises a remis son rapport ce mercredi 24 août au chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya. Un rapport de 45 recommandations exposées dans la centaine de pages dans lesquelles l'instance exhorte l'État à prendre en charge les victimes des affrontements survenus lors des manifestations. La commission évoque aussi la situation liée à la régularisation des civils et des militaires mis par erreur à la retraite par la fonction publique. Il y a aussi la situation des salariés pénalisés par le gel des comptes de leurs institutions et les collectivités locales. Les généraux au pouvoir sont appelés par la commission à prendre les mesures qui s'imposent. Les travaux du dialogue national inclusif au Tchad ont débuté ce mercredi après avoir été reportés pour des raisons d'organisation. Et à compter donc de ce 24 août et durant les 3 prochaines semaines dans le cadre de ce dialogue national, cependant boycotté par certains groupes armés et de la société civile, les généraux au pouvoir, l'opposition et les groupes armés vont discuter du futur processus électoral et du retour des civils au pouvoir. Reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, les assises du dialogue national inclusif ont repris ce mercredi 24 août 2022 après 3 jours de suspension pour des raisons techniques. La journée a été consacrée à la validation du rapport du comité d'organisation et l'approbation du règlement intérieur. Les débats ont été houleux, mais les participants sont satisfaits des échanges francs entre les différentes sensibilités. C'est une fierté, c'est un honneur
Et c'est un immense plaisir de voir nos frères de toute sensibilité, de toutes les couches, de venir s'exprimer et de se réconcilier pour un Tchad uni, fort et démocratique. Les participants ont regretté l'absence de certaines organisations de la société civile et certains mouvements politico-militaires qui hésitent encore à rejoindre le dialogue national inclusif. Ils ont lancé un appel patriotique et de réconciliation nationale à l'endroit de tous les Tchadiens de l'intérieur et de la diaspora au profit de la refondation des institutions de la République. Tous ces Tchadiens qui ont leur avis dans ce Tchad de demain, je prie Dieu le Tout-Puissant d'injecter dans leur cœur un sens patriotique et qu'ils acceptent de revenir, partager, discuter avec tous les Tchadiens ici pour que nous allons trouver une issue de compréhension, une issue de développement, un Tchad unifié. Pour rappel, sur recommandation de l'Union africaine et le médiateur qatari, le gouvernement de la transition poursuit les négociations avec les organisations qui sont encore réticentes à rejoindre le dialogue. La Commission de l'Union africaine a lancé une mission chargée de l'observation des élections en Angola où les électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi 24 août pour les élections générales. Cette commission est composée de 35 membres soutenus par une équipe de 14 experts et dirigée par l'ancien Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. L'organe a la charge d'observer de près le processus électoral et de publier une évaluation préliminaire des élections dès ce vendredi 26 août. Sur place, le décompte des voix se poursuit. Pour l'heure, 86% des votes ont été dépouillés. Les résultats provisoires sont attendus dans les prochaines heures. Vera Songwe démissionne de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les raisons officielles de ce départ n'ont pas encore été communiquées. La démission de Vera Songwe n'a pas non plus fait l'objet d'une communication officielle du côté de l'UNECA. La Camerounaise Vera Songwe était à la tête de cette instance onusienne depuis avril 2017. Joël Balou. Après 5 ans passés au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, premier groupe de réflexion économique du continent, la secrétaire exécutive de l'institution, Vera Songwe, annonce sa démission. Âgée de 47 ans, cette économiste internationale a présidé à des questions allant de l'architecture financière mondiale à la lutte contre l'expansion de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, les économies africaines sont mises à rude épreuve et on note une croissance de l'ordre de moins de 4% ou environ 3,5%, largement en dessous des estimations. L'Afrique doit croître d'au moins 8 à 10% pour pouvoir atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Au 35e sommet de l'Union africaine, nous avions évoqué la croissance parce que bien sûr, on note une performance économique peu satisfaisante sur le continent. Mais nous avons la possibilité, à travers l'accord de libre-échange continental africain, de relancer et de reconstruire la croissance. L'équipe de la CEA, avec pour chef de file Vera Songwe, a également joué un rôle déterminant dans le renforcement de la capacité du continent à se procurer, fabriquer et commercialiser des vaccins. Pour faire face au changement climatique et assurer une transition énergétique équitable, Vera Songwe, avec l'appui de l'Union africaine, a entre autres plaidé en faveur de l'Afrique pour une facilité d'accès au financement de lutte contre le changement climatique. Nous avons ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux qui sont des ressources données à la communauté mondiale, un ensemble de ressources nouvellement créées et l'Afrique dispose d'environ 33,6 milliards de dollars de ces ressources et nos dirigeants demandent 100 milliards de dollars auprès de la communauté internationale. Nous avons également des institutions multilatérales de développement qui ont des ressources supplémentaires à donner au continent, mais le troisième aspect qui est le plus important est que nos économies africaines peuvent réellement en elles-mêmes créer et générer plus de ressources à partir de leurs fonds de pension. Nous devons collecter plus d'impôts, améliorer notre gouvernance. Donc, je dirais que ce sont les 3 stratégies. Nous devons aussi travailler davantage avec le secteur privé une fois que nous aurons obtenu ces ressources, ce qui déterminera comment nous pouvons financer nos économies.
Classée parmi les 20 femmes les plus influentes en 2013 par le magazine Forbes, Vera Songwe laisse derrière elle 5 ans de dur labeur au sein de la CEA. Même si les motifs de sa démission ne sont pas encore connus, d'aucuns laissent sous-entendre que l'économiste camerounaise devrait rejoindre une organisation disposant des ressources plus importantes qui lui permettraient de mieux soutenir l'Afrique dans son processus d'épanouissement. De développement durable. Découverte à présent d'un smartphone fabriqué en Côte d'Ivoire où malgré les nombreuses contraintes, certains ingénieurs innovent notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Ce smartphone est présenté comme étant révolutionnaire, un super téléphone qui comprend une série de fonctionnalités inédites dont une dizaine de langues ivoiriennes. Anthony Atangana. Et si le numérique prenait une nouvelle tournure en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire? C'est dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qu'est apparu un smartphone pas comme les autres, un smartphone nommé OpenJ, capable de comprendre les commandes vocales et de répondre dans 16 langues des 60 parlées en Côte d'Ivoire, dont le Dioula, le Sénoufo et le BT. Entre enthousiasme et satisfaction, cette initiative 100% made in Côte d'Ivoire est très appréciée par la population qui voit en ce tout nouveau projet à la fois une fierté nationale mais également l'avenir de l'Afrique tout entière. Ce téléphone présente de nombreux avantages car il parle les langues locales. C'est pourquoi je dis que c'est bien. Il existe de nombreux types de téléphones différents, mais celui-ci est particulier car il parle d'autres langues. Et j'aime ça. J'ai vu le design, ça m'a plu. Non seulement cela, il faudrait que tout un chacun, comme Ivoirien, doit les accompagner. Parce que ça va évoluer. Mais pour évoluer, il faut un capital. Et c'est lourd. Il faut que les Ivoiriens s'approprient cette initiative. Parce que c'est un début. Mis en vente en juillet dernier, ce tout nouvel appareil contient une série d'applications toutes accessibles grâce à une plateforme similaire à celle de Siri chez Apple ou Alexa chez Amazon et avec laquelle les utilisateurs peuvent désormais lancer des fonctions basiques telles que l'envoi d'appels ou SMS ou même lancer des transferts d'argent mobile en parlant tout simplement dans leurs dialectes locaux. Alain Kapochichi, fondateur et inventeur de l'OpenJ, a vu ses parents analphabètes lutter pour utiliser convenablement un smartphone et pour lui, ce téléphone est essentiel pour le futur économique et social de la Côte d'Ivoire. Ce que nous on apporte désormais, c'est qu'on n'a plus besoin d'alphabétiser les gens. On n'a plus besoin de leur apprendre à lire et écrire. On a besoin seulement de les prendre tels qu'ils sont et de les insérer donc dans la vie économique. Et donc ça fait un développement important parce que désormais, je parle simplement, j'envoie de l'argent à quelqu'un, je parle simplement, je gère mon activité économique, je parle simplement et je peux savoir qu'est-ce qu'on m'a remis à lire et écrire. Donc, ça facilite la vie. Et donc, pour un État comme la Côte d'Ivoire, c'est l'implication de tous ces fils pour pouvoir donc gérer le pays. Selon les développeurs de l'OpenJ, ce sont pas moins de plusieurs milliers d'unités qui ont déjà été vendues sur le marché ivoirien en à peine quelques mois. Preuve que cette toute nouvelle technologie, appréciée de tous, devrait permettre un meilleur accès numérique dans tout le pays. Retour sur ce 23 août, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une commémoration qui insiste sur l'importance de la transmission de cette dramatique page de l'histoire de l'humanité. Les historiens estiment que du 15e au 19e siècle, plus de 12,5 millions de captifs ont été déportés d'Afrique vers les Amériques et les îles de l'Atlantique et plus d'1,5 million d'Africains ont perdu la vie durant la traversée. Ouidah, ville proche du littoral atlantique, était autrefois un haut lieu de la traite et elle est aujourd'hui, et à l'occasion de journées comme celle-ci, une place mémorielle. Reportage Leftiounou. Chaque année, des afro-descendants et africains remémorent l'histoire de la terre de leurs ancêtres, déportés par l'esclavage à Ouidah, cité historique située sur la côte ouest du Bénin. Ceci grâce à la découverte des sites historiques de la route de l'esclave à Ouidah. Pour renouer avec l'histoire de la terre de leurs ancêtres réduits en esclavage, des afro-descendants et artistes musiciens du mythique groupe foyalais Tambou Bokanal ont parcouru plus de 8000 km pour Ouidah afin de rendre hommage aux captifs et déportés africains de la traite négrière dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de souvenir de la traite négrière et de son abolition édition 2022. Après un spectacle de danse en hommage à leurs ancêtres esclaves, ils effectueront un atelier de brassage culturel
avec des groupes musicaux de Ouida. Il est très important de revenir à la source. Pendant longtemps, on nous a dit que c'était la source, nous n'étions jamais venus. Maintenant, nous sommes venus, nous avons mis les pieds au Bénin. On a compris, on s'est compris. Et effectivement, nous étions attendus. Nous avons dit pardon, nous avons obtenu des pardons. Ce 23 août 2022, à la plage de Ouida, s'est tenue la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une initiative portée par l'association Secom 23 et ses partenaires qui vise à engager un processus de renaissance, de réparation et de rassemblement des afro-descendants. L'un des objectifs de notre association Secom 23 est de rassembler les Béninois, les afro-descendants et tous ceux qui sont acquis à cette cause sur les lieux de mémoire de Ouida pour communier ensemble. A noter que l'édition 2022 du 23 août, journée commémorative internationale du souvenir des Noirs, de la traite négrière et de son abolition, coïncide avec la célébration du 220e anniversaire de la résistance contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. À l'instar de nombreuses organisations militantes pour la remémoration des combats contre l'esclavage, l'association Mémoire et Partage a exhorté les autorités du Bénin à parachever le plaidoyer lancé en 2009 pour qualifier de crime contre l'humanité l'esclavage et la traite des Noirs qui a duré près de 4 siècles. Seul le Sénégal a qualifié de crime contre l'humanité la traite des Noirs et l'esclavage. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.